exceptionnellement. J'ai envie quand même de parler pour le film. J'attends juste que ça finisse. C'est embêtant de parler par Bon, merci à vous d'être là, merci donc, aux producteurs, aux réalisateurs et à d'être présents ici. Alors, juste un peu, c'est une question un peu transversale, que vous puissiez nous expliquer un petit peu comment s'est fait ce projet en juste quelques mots, et comment vous êtes rencontrés, comment toi tu es parvenu à ce film aussi, comment ça s'est passé. Voilà. Et après on va laisser des questions à la salle, et voilà. Donc, pourquoi ce film? Pourquoi pas? Non, pourquoi ce film? Bon. C'était un projet que je devais tourner, qui s'appelait Deux mariages et une révolution, au début. En fait, la trame de l'histoire était la même, mais le mariage se terminait pendant la révolution, enfin le jour de la révolution, le 14 janvier, où il y a toujours ce type qui habitait en France, qui voulait, qui allait se tomber sa copine, et venant pour venir se marier avec sa cousine, et en fait, un mariage arrangé de ça, sauf que bon, la mariée va quitter son village pour le 14, c'est tombé le 14 janvier, pour rencontrer son copain. Son copain, et donc toute la trame, tout le film se passait pendant la Révolution. Bon, après j'ai occupé des postes administratifs très chiants, donc j'ai pas pu réaliser ce film-là. Donc on a procédé à une réécriture, parce qu'il y a quelques personnes qui sont intervenues donc on a procédé à une réécriture du scénario pour simplifier un petit peu simplifier l'histoire. Aussi, comme je disais tout à l'heure, la rencontre avec Paul Toffali aussi m'a fait changer carrément d'esthétique du film. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Voilà. Je ne sais pas maintenant, c'est-à-dire je peux raconter n'importe quoi sur le film, vous l'aviez vu. Peut-être que... Mais bon, c'est un scénario qui a évolué, qui est pour procéder en fait à une autre réécriture définitive sur le tournage. À la rencontre des acteurs, de mon producteur, du musicien qui a commencé à travailler avec nous dès le début. Alors, justement, je me permets de t'interrompre. Comment ça s'est fait la rencontre avec ton producteur, et comment vous vous êtes rencontrés au niveau du casting, en termes de production? Comment ça s'est fait la rencontre avec la production et avec les acteurs, parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs, des très bons acteurs, comédiens, comédiennes. Comment s'est fait la rencontre? Peut-être que après tu peux nous dire comment ça s'est passé de ton côté. Tao, c'était au Plaza après une bière. Non, c'est-à-dire la rencontre de Tao, il est venu. On devait travailler ensemble depuis très longtemps. Et Tao aussi était à Coïnta Communication, donc il avait d'autres. Il travaillait avec le grand producteur Tarak Benamar, donc c'était impossible de le choper, il avait tellement d'occupations. Et donc, au moment où j'étais directeur du journal cinématographique de Carthage, où j'étais malheureux en fait d'exercer cette activité par rapport à un scénario qui devait se développer. Donc j'ai jeté le scénario entre les mains de Tao, qui m'a beaucoup aidé au début à monter financièrement surtout le projet, en me laissant à mes fonctions. Mais dès que j'ai terminé, donc on a entamé la production. Mais bon, nous sommes des amis avant tout, c'est-à-dire que bon, je connais Tao, le monde du cinéma n'est pas si grand que ça, donc on se connaît tous. Hein. Il y a 3 producteurs, 3 salles de cinéma. Et, pour les acteurs, c'est des acteurs que j'ai toujours rêvé de jouer avec. Najwa, bon, j'avais produit un film où elle était actrice, c'est ça, hein? Casting pour un Casting mariage. pour un mariage, voilà. Et donc depuis, je voulais jouer par exemple avec Najwa, avec les autres acteurs. Il y a quelques-uns avec qui j'ai déjà travaillé. Par contre, avec Mohamed Ali, c'était vraiment je pouvais pas j'appréhendais. Je sais pas, quand je lui ai demandé, j'étais pas sûr qu'il acceptait, parce qu'en fait, et voilà, la surprise générale, donc il était très heureux mais c'est grâce à Tao aussi qu'il a approché, et puis bon, il a aimé l'histoire, le personnage de Flash, et c'est un personnage qui lui ressemble un petit peu.
Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, on va poser des questions, mais je vais conseiller juste de vous interroger, et vous n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions entre-temps. Najwa, c'est quoi de travailler avec Brahim Metayev? C'est facile, c'est un plaisir, c'est un tyran, il est comme le personnage du film? Non, du tout. Non, non, du tout, du tout. Bon, ma première collaboration avec Brahim a été justement avec lui en tant que producteur sur le film de Félix Narmer, Un casting pour un mariage. Mais j'ai également travaillé avec lui pour une sitcom télé qui s'appelle Allô la Oslo en tant que réalisateur. Donc on avait déjà collaboré dans ce sens. Mais Brahim, pas du tout. Non, c'est pas du tout un tyran. On s'est rencontrés, on a discuté du projet, on a parlé de Hasna, du personnage. Tout le projet m'a séduit en fait, dès le départ. Le personnage encore plus. On en a énormément discuté, on a essayé d'élaborer quels sont les chemins dans lesquels on peut l'amener, comment on peut l'envisager, sous quelle forme, comment le jouer. Donc Ibrahim, on a énormément discuté, c'est quelqu'un de très ouvert, qui accepte vraiment les propositions, qui en redemande même. On sent qu'il y a un amour quand même des comédiens, des comédiennes dans le film, on sent qu'il y a une joie des comédiens, des comédiennes d'être présents ensemble. On sent ça quand même très fortement. Oui, oui, effectivement, il y a un très bel échange en fait qui va et qui vient et qui fait un effet de crescendo si on veut, parce que on développe, on redéveloppe, on discute, on voit ce que ça donne, on s'interroge. Et puis Brahim est quelqu'un de très ouvert, c'est-à-dire il sait ce qu'il veut, mais en même temps il est prêt à écouter les propositions, à accepter les impros, à voir où est-ce que ces comédiens, comédiennes peuvent amener telle ou telle séquence, et c'est un réel plaisir de travailler avec lui. En tous les cas, je voudrais juste dire quelque chose concernant le rapport que j'ai eu avec Brahim, qui est un auteur-réalisateur, et qui a l'habitude de produire. On s'est approché, on est dans des comités, des copains, des amis, intellectuels et amis socialement aussi. Mais ce qui m'a interpellé, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il a dit « Écoute, Tao, moi j'ai envie de m'occuper de création, et il me faut quelqu'un d'autre qui s'occupe au niveau de la production proprement dit. » J'ai dit « Ça tombe bien, moi j'ai envie de quelqu'un, que j'ai envie moi d'être aussi le réalisateur de ton film. » Il a rigolé, bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est d'être son premier œil critique. C'est ce qui m'intéressait le plus. Et sa démarche en tant qu'auteur, voulant sortir de ce carcan, où on est à la fois auteur, réalisateur, producteur, je ne sais plus quoi, ça ne libère pas pour la création. Donc, c'était très important de prendre conscience de cela. Et en Tunisie, aujourd'hui, de plus en plus, le métier de producteur commence à se valoriser. Et c'est pour ça que le cinéma tunisien marche beaucoup mieux aujourd'hui, parce qu'il y a des jeunes producteurs qui prennent en charge le côté de production, sans oublier le côté de l'auteur, sans oublier, de s'intéresser à la création proprement dit. Et en ça, c'était vraiment, pour moi, une riche expérience qui a emporté le film, parce que c'était une démarche interactive, entre lui et moi d'abord, puis entre nous et toute l'équipe. Toute l'équipe a vraiment participé. D'ailleurs, Brahim a eu l'intelligence, le dernier jour, vous savez, on fait des feuilles de service, le dernier jour, il a dit « Je remercie toute l'équipe, les comédiens comme les techniciens, parce qu'eux aussi, ils étaient les auteurs de ce film. » Voilà, je lui rends hommage devant vous aujourd'hui encore. Alors on va être aussi un peu interactif, il y a déjà une petite question là-bas. Alors levez-vous comme ça, on voit. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce beau film qui nous sort un peu de l'ambiance morose qui règne en Tunisie en ce moment. Et c'est très beau, c'est très gai, c'est magnifique. Et je voulais juste poser une question à propos des tenues, du choix des tenues. Pourquoi c'est des gitanes? C'est gai, c'est très beau. Mais pourquoi ce choix? C'est une question qu'on pose tout le temps, mais en fait, les costumes, pourquoi? C'est vrai que je travaille beaucoup sur des références filmiques que j'ai, à chaque fois que j'ai envie de mettre ou d'essayer de les mettre convenablement. J'aime beaucoup Tony Gatliff, j'aime beaucoup le monde zigane, et j'aime beaucoup aussi l'univers de Kusturica. Sauf que le hasard a fait que
quand j'ai décidé de tourner à Ralmel à Porto Farina, je suis allé chercher c'était quoi Porto Farina en fait. C'était un village habité d'Espagnols, de Maltais, qui ont quitté, bien sûr, qui ont quitté la Tunisie à l'indépendance. Et dans les recherches, j'avais essayé d'explorer un petit peu l'univers esthétique de cette époque-là, y compris les sonorités et les musiques. En fait, je me trouvais dans un monde comme ça, proche des Tziganes, proche des Espagnols de l'époque, avec des musiques et des sonorités comme celles qu'on a écoutées, où l'accordéon était un des instruments très prisés dans les fêtes publiques, dans l'histoire de Porto Farina. Ce qui est tout à fait logique, parce que c'est pour l'anecdote, mais aujourd'hui, quand on va à Ralmel, à Porto Farina, il y a encore des gens qui portent des noms espagnols, avec des prénoms musulmans, c'est-à-dire Mohamed, Ben Haytham, Christo. Donc, Christo, González, Lopez, il y a des familles qui s'appellent Lopez. Donc moi j'étais attiré par ces costumes-là, je me dis pourquoi. De toute façon, soit ils vont s'habiller, c'est pas un costume très loin aussi de nos habits traditionnels en fait. La puta ou le blusa, c'est quelque chose, c'est une composition assez qu'on trouve aujourd'hui dans nos habits traditionnels. Mais par contre, je voulais amener cette couleur, cette gamme de couleurs, c'est plus sur un plan esthétique, en relation avec la musique à laquelle on avait pensé à faire. Après, c'est pas un film historique, hein, c'est un film où les gens s'habillent différemment. C'est tout, c'est pas... Non, mais c'est très important de rappeler quelque chose que, bon, maintenant, avec le débat, on ne peut pas le dire vraiment, mais ce qui était important, c'était une démarche esthétique dès le départ. C'est-à-dire la couleur s'alliait bien avec une certaine musique, s'alliait bien avec un certain humour, tout dans la finesse, et non pas dans le burlesque grossier. Le burlesque n'est pas toujours grossier, mais pas dans le gros truc. C'était donc un équilibre à trouver. Et en cherchant, il a trouvé que la couleur n'est pas assez valorisée dans nos cinémas. Elle n'est pas, à part un ou deux cinéastes qui valorisent bien l'esthétisme arabo-islamique ou arabo-méditerranéen, il y en a très peu. Et donc ce film va participer dans sa tête, à lui, dans notre tête, à valoriser cet esthétisme qui existe dans notre monde et dans nos civilisations. La Melia et les foulards, avec toutes ces couleurs, sont magnifiques, rouge, jaune. Enfin, allez en province, dans l'intérieur du pays, vous verrez comment les gens du pays à l'intérieur s'habillent. Toujours en couleur, magnifique. Voilà. Merci. Bonjour, il m'a semblé que c'était un justement au sujet du décor et des habits, il m'a semblé que c'était décalé en fait. Avec une sorte de touche sur les années 50, mais tout en amenant le film dans le présent. Et avec, bien sûr, les traditions, nos traditions arabo-musulmanes, donc de l'enfant qui doit se marier pour avoir l'enfant, etc., etc. Mais je ne sais pas, ça m'a laissé comme un goût d'inachevé, puisque les dialogues sont impeccables, ils sont très très bien portés sur tout le long du film. Et c'est la chute, c'est l'annonce par Fraj, alors qu'on le voit dans le courant du film, lorsque Waji Jadoubi regarde ses photos, etc. On a tout à fait compris que en fait c'était son fils à elle. Et finalement, la victime dans tout cela, c'est le mec qui revient pour se marier et qui décide finalement de ne pas se marier, on le voit aussi. En laissant la décision à sa cousine. Et ce petit conflit fait que Flash lui avoue qu'il a adopté juste pour prendre l'argent. C'est la dernière méchanceté de trop. Et Flash, on le voit sur le final rentré, mais est-ce qu'il y a on va dire, est-ce que vous avez préparé une suite? C'est pour ça que ça s'est arrêté comme ça. Le pauvre Mohamed, on le voit sur la route, sur le bord de la route, et Chantal qui part. Est-ce qu'elle part fâchée et elle va revenir, ou est-ce qu'elle l'a quitté définitivement? Donc voilà quoi. Ça fait comme une sorte de goût d'inachevé. Oui. Si je peux me permettre une autre lecture, on va dire, parce qu'il n'est pas du tout victime. Il a subi l'envers de
de ce qu'il a voulu initier. Il a subi la rébellion féminine, il a subi sa cousine qui lui a dit non, c'est sa cousine qui a refusé de se marier, ce n'est pas lui qui a changé d'avis. C'est le fait que les femmes de cette famille aient décidé de prendre leur destin en main qui a fait que ce monsieur se réveille enfin et se rende compte que les femmes peuvent décider de leur avenir et de leur destinée. Et il a suffi qu'il crie ça au visage de son père pour que son père décide de lui faire mal en lui avouant que ce n'est pas son père et qu'il est adopté. Donc en fait, finalement, tout ce qui tourne autour du squelette de cette histoire, c'est la chute du patriarche et de son fils, de son successeur, on va dire, au trône, du mec qui décide tout pour tout le monde et pour les femmes. C'est surtout ça qui a décidé cette chute qui est restée en suspens et qui peut-être ne vous a pas vraiment plu, mais c'est aussi cette errance de ce patriarche qui se croit tout dû et qui à la fin finalement se rend compte qu'il ne peut pas décider du destin de tout le monde. C'est surtout ça. C'est le fils qui traîne dans la rue, sans avenir, sans fin, sans chute finalement, et c'est son père aussi qui est destitué de tout, de ses chaussures, de son destin, de sa vie, de ce pouvoir hégémonique qu'il a sur ses femmes et sa famille qui fait qu'il est finalement, qu'il n'y a pas de fin, voilà, c'est ça. Peut-être que le réalisateur a une autre vision, lui également. Non, on fait toutes les projections ensemble, donc quand elle parle, je me tais parce que c'est ce que... Mais, c'est-à-dire, moi, je ne voulais pas avoir une fin pour ce film-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... il n'y aura pas Porto Farina 2, hein, mais c'est-à-dire la fin n'est pas... Pour moi, c'est cette fin-là, c'est-à-dire c'est la chute de ce patriarche. Par contre, les sonorités qu'on entend derrière, c'est que la grève continue aussi. C'est-à-dire la grève continue, et lui, il est déchu, et toute cette symbolique de chaussures, lui qui a fait attention à il faisait attention à ses chaussures, où il écrasait en fait toute sa famille avec... et ça, c'est une... Bon, c'est du symbolisme hein, que je voulais aussi mettre. On le voit sortir avec... même son fils, en apprenant qu'il n'est pas son propre fils, il lui a quand même remis les chaussures. Mais quelles chaussures à la fin? Et moi, je voulais absolument terminer avec ce plan. Bon, c'est vrai que ça me rappelle le dictateur de Charlie Chaplin aussi, le dernier plan de Charlie Chaplin, la fin du dictateur. Mais c'est surtout ça, le jeu et la reprise en main par les femmes de leur destin. En allant en prison ensemble, ils s'en foutaient, c'est-à-dire que ça y est, ils ont commencé à tuer le patriarche. Toute cette histoire de flics et d'arrestation a été montée pour arrêter le pouvoir des Bahreïns. Quand le flic dit voilà, mission accomplie, le fils, le père et le Saint-Esprit sont en prison. Enfin, le père, le fils et le frère sont en prison. Mais je ne voulais pas avoir une fin. Pour moi, je trouvais que c'est la plus belle fin. J'avais pas besoin d'un happy end ni d'une fin dramatique. Il n'y a pas plus dramatique que cette fin pour ce patriarche. C'est pas le travesti en prison et Ben Ali qui s'est barré, en fait. Peut-être, c'est... oui, il y a des gens qui ont fait cette lecture. Non, mais aussi, au niveau du symbolisme, c'était impeccable. Au niveau du symbolisme, c'était impeccable. Les grosses chaussures, les grandes chaussures, alors qu'il a des chaussures sur mesure, que ces chaussures sont... C'est-à-dire, voilà, si on parle de Ben Ali, il avait un peuple qui ressemblait à des chaussures à ses pieds. Aujourd'hui, c'est-à-dire il y avait une révolte, les chaussures ne vont plus à les pieds. C'est exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire que là, la symbolique, il est impeccable au niveau des chaussures qu'on lui met chaque matin, qu'on lui cire ses chaussures, etc. La symbolique sur le final, avec les grandes chaussures de... On lui crache dessus, on lui crache dessus, etc. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous au niveau des femmes, c'est qu'il y a aussi une vision des habitudes, on va dire, parce que les femmes, on a une schizophrénie, c'est que les femmes elles-mêmes contribuent. Il y en a certaines qui veulent prendre leur indépendance, mais il y en a d'autres qui gardent ancré. La mère d'ailleurs qui tente absolument de marier son fils, alors que c'est très bête par son fils. Non, là je vous arrête, il y a Asma, enfin la véritable mère. Asma, il y a Hasna, il y a Mabrouka et Wajeh. Il y a quand même 4 femmes. Par contre, il y a les 3 autres femmes qui sont la belle, la tante, enfin la belle, comment
s'appelle Jamila Cheri. Et la mère qui tellement ce secret est important qu'elle a envie de le garder. C'est-à-dire il y a ce secret aussi qui ne voulait pas qu'il soit dévoilé comme ça. C'est pour ça qu'elle accepte un petit peu le dictat de son mari pour acheminer le mariage. Bah, ça c'est Après squelette. Merci. En tous les cas, c'est ce que je voulais dire, surtout que quand on regarde le film comme ça dans l'ensemble, il y a bien sûr des gens qui ne vont pas être contents d'une fin et d'autres vont être contents d'une autre fin. Mais il faut dire c'est une famille entière. Il y a plusieurs personnages dans la famille. Et tous, le film a voulu décrire un moment, presque une photo instantanée d'un moment de notre histoire. Même si on n'a pas voulu le dire d'une manière directe, on n'a pas mis le doigt dessus. Mais c'est une photo instantanée de nos contradictions, nos secrets de famille. Le film aurait pu s'appeler Secrets de famille. Parce qu'il y a tellement de problèmes entre les personnages, entre la mère génétique et l'autre mère, entre le père et le fils, entre les deux, le frère et sa femme, entre Ali et sa femme. Partout il y a des conflits. Les conflits sont là partout. Et donc, il y a une distribution de conflits, mais en même temps, un sujet auquel s'est attaché tout le monde. Qu'est-ce que va faire cette génération qui arrive, celle d'Ali? Eh bien, elle est perdue. Elle est complètement perdue. Parce qu'elle ne sait plus, elle est ballottée. C'est la personnalité naïve de Montesquieu qui se fait balader dans Paris. Vous savez, il est bousculé, il découvre le monde. En le provoquant, il découvre le monde à nouveau. Et là, il se sauve à la fin parce qu'il est heureux. Finalement, même si Chantal va le quitter, il va enfin prendre conscience de sa propre vie. Et tout le monde va prendre en charge sa propre vie maintenant. Voilà. Oui. Moi, je voulais juste dire une chose. Enfin, j'ai apprécié le fait qu'il soit amusant. Alors attendez, vous entendez pas si vous parlez le micro, excusez-moi. Non, avec un micro, c'est... Bon, alors, je voulais vous remercier pour le film. Criez pas trop, Comment je sais pas. Donc, je disais, il était vraiment amusant, je l'ai apprécié. J'ai apprécié la subtilité de la symbolique de tout ça, les couleurs, c'est très gai. Je n'ai pas trop cherché à comprendre ce que voulait dire ça, est-ce que cette référence est à ça. On n'en a pas besoin, il est là, il te fait rire, c'est une histoire, tu l'as fait. Ou la fin, elle est là, c'est une fin réelle en plus. Il est laissé tomber par la meuf, elle quitte, elle part. L'autre fille, elle ne veut pas de lui. Et faut pas, du moins, moi, je trouve qu'il ne faut pas chercher trop loin en regardant un film. S'il t'amuse, s'il te fait ressentir quelque chose, s'il te fait rire du moins, et ben c'est un bon film. Et moi, je l'ai très bien apprécié. J'avais pas de questions, je voulais juste dire ça. Merci. On a peut-être pas la dernière question, on a une question ici, après peut-être qu'on va se lever. Merci. En fait, oui, j'ai bien aimé moi aussi le film, et j'ai vu, comme Najwa a dit, moi aussi la révolte des femmes dans ce petit système patriarcal de la famille traditionnelle et tout. C'était vraiment amusant. Et à cet égard, j'ai même fait beaucoup attention à la relation entre Sarah et Hasna. Et j'ai bien aimé la complicité entre eux, comment elle a soutenu à se révolter à un mariage qu'elle n'aimait pas et tout. Mais j'ai ressenti qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été dit. Et j'aurais bien aimé plutôt avoir une relation un peu plus, une explication dans le film de la relation un peu plus approfondie. Et parce que c'était ma sensation. Moi, j'ai vu une amitié qui n'était pas un peu plus qu'une amitié, ou peut-être pas. C'est ça que j'ai ressenti. Donc, j'aurais aimé un parcours un peu plus approfondi de cette relation. Elle voulait que vous le fassiez, voilà, c'est ça. Elle voulait que vous le fassiez. C'est exactement ce qui a été voulu. C'est-à-dire que la relation entre Hasna et Sarah a tellement été réfléchie, discutée, mûrie, ressassée, vue sous tous les angles et dans tous les coins. Et effectivement, on voulait qu'elle soit perçue, mais pas évidente, suggérée, mais pas flagrante, ressentie, émouvante, mais pas vulgaire, pas
pas jusqu'au bout, pas approfondi, parce que ce n'est pas la direction du film, ce n'est pas la trajectoire du film, ce n'est pas... C'est-à-dire qu'on a suggéré cette relation, tout comme elle peut exister n'importe où, dans n'importe quelle histoire, chez n'importe quel être humain, qu'il soit homme ou femme d'ailleurs, mais cette relation n'a pas été déterminante dans le choix de vie de Sarah, et c'est ce qui a été voulu. Sarah a refusé de se marier parce qu'elle ne voulait pas se marier, parce qu'elle ne voulait pas qu'on lui dicte qui épouser. Sarah peut peut-être se marier dans 3 ans avec un homme duquel elle va tomber amoureuse, et Hasna n'existera peut-être plus dans sa vie, ou elle sera encore là, ce sera l'amie, la confidente, la complice, etc. C'est-à-dire que on ne voulait pas que ce soit la relation avec Hasna qui soit le facteur déterminant ou qui soit la cause directe du choix de vie de Sarah. Oui, mais en même temps, quand elles sont ensemble, c'est bien. Voilà. C'est-à-dire, je voulais insister pour dire que voilà, mettez-vous ensemble. Voilà. Vous voyez, c'est bien, mettez-vous ensemble. Il n'y a aucun. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles se rencontrent, Hasna, elle est apaisée. C'est des moments où elle est vraiment apaisée. Avec les vieilles et avec Hasna. Voilà. Ça, elle est tout le temps, quand elle est avec Hasna, elle est apaisée. Donc, oui, il y a. Derrière le réalisateur, il y a peut-être un... Mais on voulait que ça soit, que ça reste... Voilà. Il y a peut-être un non-dit, un non-admis, un inconscient, un déni qui existe aussi dans nos mais la relation existe quand même. Aussi, hein, c'est-à-dire que on le voit, mais on ne le sait pas, on le sent, mais ce n'est pas déclaré, c'est un peu aussi un état de fait qui existe. Ma mère m'a dit, c'est ça là qui est hésitant. Je dis, oui, c'est ça, là, c'est pas resté. Exactement. Voilà, en fait, elle hésite. Ouais, elle est morte maintenant. Bon, en tout cas, je crois que c'est un film qui fait un beau démarrage actuellement dans les salles. Ça va, c'est... Ça va très bien. Bon, mais je pense que c'est la réflexion où les gens rentrent, ils rigolent, ils se retrouvent... Après, s'ils ont envie de réfléchir, c'est bien de réfléchir sur un film après. Nous, ça nous permet de réfléchir aussi. Mais voilà. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions. Merci en tout cas d'être venu. Merci à tous. Merci pour ce défi.